L'avenant au bail trônait sur notre comptoir de cuisine comme une arme chargée, non signée par moi, mais portant la signature soignée de ma femme à l'encre bleue. 11 jours. C'était ce que Lyra avait accepté sans me demander. 11 jours pour que son ex-mari, Mason Redden, et son fils adolescent, Noah, séjournent dans notre appartement exigu d'une seule chambre. Le même appartement où notre fille de 8 mois, Emma, dormait dans un berceau coincé entre notre lit et le mur. Je fixais le document tandis que les pleurs d'Emma résonnaient depuis la chambre. Le bébé avait été agité toute la semaine, sentant probablement la tension qui s'accumulait entre Lyra et moi comme des nuages d'orage. Ma femme se tenait devant la cuisinière, sa posture d'avocate rigide, même en faisant des œufs brouillés, prétendant que tout cela était parfaitement normal. « Tu ne peux pas être sérieuse », dis-je en brandissant le papier. La lumière du matin qui filtrait par notre unique fenêtre faisait paraître l'encre presque accusatrice. Lyra ne se retourna pas. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière dans le chignon sévère qu'elle portait au tribunal, bien qu'elle n'irait pas au cabinet d'avocat aujourd'hui. Les samedis matins étaient censés être à nous, du temps en famille, disait-elle toujours. Apparemment, cette définition s'était élargie. C'est temporaire, Colby. Noah a besoin de stabilité en ce moment. L'histoire du district scolaire a échoué et Mason est entre deux logements. Sa voix avait ce ton mesuré qu'elle utilisait lors des contre-interrogatoires de témoins. Clinique, détaché. C'est la bonne chose à faire. La bonne chose à faire. J'ai failli rire. Dans notre appartement de 55 mètres carrés avec un bébé qui faisait à peine ses nuits, nous étions censés héberger son ex-mari et son fils de 15 ans. Le même Mason Redden qui avait trompé Lyra il y a 3 ans, menant à leur divorce houleux. Le même homme qui lui devait encore 12 000 $ suite au règlement du divorce. Où sont-ils censés dormir, exactement, demandai-je en désignant notre minuscule espace de vie. Le canapé était à peine assez long pour moi quand j'y avais été banni pendant les nuits particulièrement difficiles d'Emma. Et pourquoi n'as-tu pas pensé à en discuter avec moi d'abord? Cette fois, elle se tourna, ses yeux vers l'encens des éclairs avec ce mélange familier de vertu et d'irritation. Parce que je savais que tu réagirais comme ça. C'est 11 jours, pas 11 mois. Noah est un bon gamin qui traverse une mauvaise passe. Son père a fait des erreurs, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les abandonner. Les pleurs d'Emma s'intensifièrent depuis la chambre. Je pouvais entendre ses petits poings frapper contre les barreaux du berceau, un son qui était devenu la bande-son de ma vie depuis sa naissance. Entre mon travail de support technique pour les services d'urgence de la ville et les nuits blanches, j'avais l'impression de me noyer. Ajouter 2 personnes de plus à cette cocotte minute semblait être de la folie. Ils ne sont pas notre responsabilité, dis-je. Mais alors même que les mots sortaient de ma bouche, je pouvais voir l'expression de Lyra se durcir. Ce n'était pas une discussion. C'était elle qui m'informait d'une décision qu'elle avait déjà prise. Ils seront là demain soir, dit-elle en se retournant vers les œufs. Mason va chercher Noah chez sa grand-mère, puis il vient directement ici. J'ai déjà réglé ça avec le propriétaire. Cela me glaça sur place. Tu as réglé ça avec Henderson quand? Hier. Je l'ai appelé du bureau. Elle racla les œufs sur 2 assiettes avec plus de force que nécessaire. Il a dit que les invités à court terme ne posaient pas de problème tant que nous soumettions les documents appropriés. Je regardais à nouveau l'avenant, notant la signature d'Henderson à côté de celle de Lyra. Ce n'était pas une décision impulsive. Elle avait planifié cela, l'avait exécuté avec la même précision méthodique qu'elle appliquait à ses dossiers juridiques. La seule personne laissée en dehors de la planification, c'était moi, son mari, le père de son enfant, l'homme dont le nom figurait également sur le bail. Les pleurs d'Emma atteignirent un crescendo et je me dirigeai vers la chambre. Notre fille se tenait dans son berceau, des larmes coulant sur son visage rouge, tendant ses petites mains désespérées vers moi. Je la pris dans mes bras, sentant son petit corps trembler de fatigue et de frustration. Elle dormait mal depuis des semaines, et je soupçonnais qu'elle captait la tension entre Lyra et moi. « C'est bon, ma chérie », murmurai-je en la berçant doucement. À travers les murs fins, je pouvais entendre nos voisins, les Kowalski, se disputer à propos d'argent, la télévision de Madame Chen diffusant un talk-show matinal, et les étudiants du dessus jouant une musique qui faisait vibrer notre plafond. Ajouter 2 personnes de plus à ce chaos, c'était comme craquer une allumette dans une pièce remplie d'essence. Quand je retournai à la cuisine, Lyra mangeait ses œufs en consultant son téléphone. Elle leva les yeux vers moi avec Emma dans mes bras et,
Un instant, son expression s'adoucit. Elle fait sa première dent, dit Lyra. C'est pour ça qu'elle est si agitée. Je l'ai sentie hier quand elle me mâchouillait le doigt. Je m'assis avec Emma sur mes genoux, essayant de digérer tout cela. Le bébé attrapa ma tasse de café et je la mis hors de sa portée. Lyra, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je travaille à la maison 3 jours par semaine. Je prends des appels des répartiteurs de la police, des services d'incendie, des systèmes informatiques des hôpitaux. J'ai besoin de calme. J'ai besoin d'espace. Cet appartement est à peine suffisant pour nous 3. Mason cherchera du travail. Il ne sera pas là pendant la journée. Et Noah est à l'école. Elle posa son téléphone et me regarda droit dans les yeux. Je sais que ce n'est pas idéal, mais ils font partie de la famille. Ils sont ta famille. Mason a cessé de faire partie de ma famille le jour où il a décidé de coucher avec sa secrétaire alors qu'il était marié à ma femme. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. La mâchoire de Lyra se serra et je la vis passer en mode avocate. La version d'elle-même qui émergeait quand elle se sentait acculée ou critiquée. C'est de l'histoire ancienne, Colby. Nous avons tous tourné la page. Mason a fait des erreurs, mais il essaie de bien faire pour son fils maintenant. Noah connaît à peine son père, et c'est une chance pour eux de construire quelque chose. À nos dépens. À notre détriment, il y a une différence. Emma recommença à s'agiter, cambrant le dos comme elle le faisait quand elle était surstimulée. La lumière du matin était devenue crue, et les bruits des appartements voisins semblaient nous assaillir de toutes parts. Je me levai, marchant vers la fenêtre qui donnait sur le parking. 3 étages plus bas, je pouvais voir Henderson, notre propriétaire, parler à quelqu'un près des bennes à ordures. L'homme était grand et mince, portant une veste en jean. Je le reconnus. C'est Mason, là-bas, demandai-je. Lyra me rejoignit à la fenêtre, Emma entre nous. L'homme leva les yeux vers notre immeuble et je pus voir clairement son visage. Mason Redden avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, ses cheveux bruns plus longs et en désordre, mais c'était bien lui. Il est en avance, dit Lyra. Et j'entendis quelque chose dans sa voix. De la surprise, mais aussi autre chose. De l'anticipation. Je lui avais dit demain soir. Tandis que nous regardions, Mason sortit son téléphone et passa un appel. Quelques secondes plus tard, le téléphone de Lyra vibra sur le comptoir. Elle ne bougea pas pour répondre. Tu devrais répondre, dis-je. C'est probablement ton ex-mari qui se demande pourquoi nous le regardons depuis la fenêtre comme des harceleurs. Elle me lança un regard noir mais récupéra son téléphone. Allô, Mason. Oui, je te vois. Non, nous avions dit demain. Je comprends, mais... Elle me jeta un coup d'œil, puis se dirigea vers la chambre pour plus d'intimité. Je restai à la fenêtre avec Emma, regardant Mason faire les 100 pas près de sa vieille Honda Civic. Il avait l'air agité, passant ses mains dans ses cheveux et gesticulant en parlant. Après quelques minutes, Lyra revint. Il y a eu un problème avec sa mère. Elle les a mis dehors plus tôt. Il doit amener Noah ici aujourd'hui au lieu de demain. Aujourd'hui? Comme dans tout de suite? Comme dans cet après-midi. Il va chercher Noah et leurs affaires, puis il revient vers 15 heures. Je regardai l'horloge sur le micro-ondes. Il était à peine 10 heures du matin. Dans 5 heures, notre minuscule appartement deviendrait le foyer de 5 personnes, dont un adolescent que j'avais rencontré exactement 2 fois, et un homme qui avait causé à ma femme plus de douleur que quiconque ne devrait en endurer. J'ai besoin de réfléchir à ça, dis-je. Il n'y a rien à penser. C'est décidé. La voix de Lyra avait cette finalité qu'elle utilisait en conclusion de ses plaidoiries. Je vais prendre une douche et nettoyer le salon. Peux-tu surveiller Emma? Elle disparut dans la salle de bain avant que je puisse répondre, me laissant seul avec notre fille et une situation qui semblait de plus en plus hors de contrôle. Emma s'était enfin calmée. Ses petits doigts s'enroulèrent autour de mon pouce. Sa respiration était régulière contre ma poitrine. Cette petite fille était mon monde, ma responsabilité, ma priorité. Tout le reste, y compris mon mariage, passait après son bien-être. Je retournai au comptoir et relus l'avenant au bail, cette fois plus attentivement. Le document était complet, rédigé de manière professionnelle, clairement quelque chose que Lyra avait préparé elle-même. Il précisait les dates,
les occupants supplémentaires, et même des détails sur le partage des charges et les responsabilités ménagères. Ce qu'il ne précisait pas, c'était mon consentement. La douche se mit à couler et j'entendis Lyra fredonner vraiment, comme si tout cela était parfaitement normal, comme si inviter son ex-mari à vivre avec sa nouvelle famille n'était qu'un mardi ordinaire. Je pensais aux derniers mois, à la façon dont elle travaillait plus tard, prenait plus d'appels à la maison, était secrète avec son téléphone. J'avais attribué cela au stress de ses dossiers. Mais maintenant, je me demandais s'il y avait plus que ça. Emma bougea dans mes bras, faisant les petits gazouillis qui ne manquaient jamais de faire fondre mon cœur. Elle ressemblait à Lyra, les mêmes yeux verts, le même menton têtu, mais elle avait ma couleur de peau plus foncée et ce que ma mère insistait à appeler ma nature pratique, quoi que cela signifie. Je pris une décision à ce moment-là, debout dans notre cuisine exiguë avec ma fille dans les bras et les choix unilatéraux de ma femme éparpillés sur le comptoir comme des preuves dans une affaire que je commençais à peine à comprendre. Je n'allais pas me battre. Je n'allais pas argumenter, ni supplier, ni essayer de faire changer Lyra d'avis. J'allais faire quelque chose de complètement différent. J'allais prendre le contrôle. L'eau coulait encore quand je sortis mon téléphone et commençai à passer des appels. D'abord à ma mère, puis à mon avocat, puis à un serrurier que j'avais trouvé en ligne avec de bonnes critiques et un service le jour même. Le temps que Lyra sorte de la salle de bain, s'essuyant les cheveux avec une serviette et l'air rafraîchi, j'avais mis plusieurs choses en branle. « Tu te sens mieux ?» demandai-je en berçant doucement Emma. « Beaucoup mieux. Je vais faire un tour au magasin pour quelques courses. Il nous faudra plus de nourriture avec Mason et Noah. Peux-tu commencer à faire de la place dans le salon ? En fait, j'ai une meilleure idée, dis-je. Pourquoi n'irais-tu pas faire tes courses ? Prends ton temps. Je m'occupe de tout ici. Elle me regarda avec méfiance. Tu es drôlement coopératif tout d'un coup. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur la famille et sur le fait de faire ce qui est juste. Peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est exactement ce dont nous avons tous besoin. La méfiance dans ses yeux s'intensifia, mais elle était en retard sur le programme qu'elle s'était fixé. D'accord. Je serai de retour dans quelques heures. Mason devrait être là vers 15 heures avec Noah. Parfait timing, dis-je, et je le pensais. Après son départ, je donnai à manger à Emma et la mis au lit pour sa sieste du matin. Puis je me mis au travail. Le serrurier arriva le premier, un homme buriné nommé Pet, qui ne posa aucune question et travailla efficacement. Pendant qu'il installait de nouveaux verrous sur la porte d'entrée et la porte intérieure de la chambre, je passai d'autres appels. Henderson, notre propriétaire, fut étonnamment serviable une fois que je lui eus expliqué la situation de mon point de vue. Il s'avéra que Lyra avait été quelque peu créative avec la vérité quand elle lui avait parlé. Elle avait mentionné des invités temporaires, mais n'avait pas précisé que l'un d'eux était son ex-mari ou que je n'avais pas consenti à l'arrangement. Ça change les choses, dit Henderson au téléphone. Le bail est à vos deux noms. Les deux locataires doivent accepter les occupants supplémentaires. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cet arrangement, je peux leur signifier un avis de quitter les lieux s'ils se présentent. J'apprécierais, dis-je en regardant Pet travailler sur la porte de la chambre. Et j'aurai besoin de copies de tous les documents que ma femme a soumis. Mon appel suivant fut pour mon avocate, Janet Morrison, spécialisée en droit de la famille. Je l'avais consultée il y a 6 mois lors d'une période particulièrement difficile dans mon mariage, bien que Lyra ne le sût pas. Janet était vive, expérimentée et n'avait aucune patience pour les jeux. Une garde d'urgence, demanda-t-elle après que je lui eus expliqué la situation. C'est une mesure sérieuse, Colby. Êtes-vous sûr de vouloir déclencher l'arme nucléaire ? Ma femme a invité son ex-mari à vivre dans notre appartement sans me consulter. Elle fait passer ses besoins avant la stabilité de notre fille. Je pense que cela démontre au minimum un jugement discutable. J'aurai besoin de documents, tout ce que vous pourrez me trouver. Message texte, l'avenant au bail, relevé financier montrant tout soutien qu'elle a pu fournir à l'ex-mari. Pouvez-vous me fournir tout ça pour lundi ? Je peux vous le fournir aujourd'hui. Après que Pet eut fini avec les serrures, je passai 1 heure à tout photographier. L'avenant au bail, les messages textes sur l'iPad de Lyra qu'elle avait laissé sur le comptoir, les relevés bancaires montrant plusieurs virements à Mason au cours des 2 derniers mois. J'installai également une petite caméra de sécurité dans le salon, positionnée pour capturer la porte d'entrée et la majeure partie de l'espace de vie principal. Quand j'eus terminé,
Emma se réveillait de sa sieste. Je changeais sa couche, lui donnais un biberon et préparais un sac avec tout ce dont nous aurions besoin pour quelques jours. Vêtements, les maternisés, couches, son éléphant en peluche préféré, le lit de voyage que ma mère nous avait acheté pour les visites. À 14h30, j'écrivis un mot et le collai à l'intérieur de la porte d'entrée. Avis aux occupants non autorisés. Le locataire sous-signé ne consent pas à la présence d'occupants supplémentaires dans ce logement. Toute tentative d'entrer ou de rester dans ces locaux sans le consentement écrit de tous les titulaires du bail constitue une violation de propriété. Des poursuites judiciaires ont été engagées. Contactez Henderson Property Management pour toute question. Colby 20, locataire légal. Je pris Emma et nos sacs, verrouillai le nouveau pen dormant et me dirigeai vers ma voiture. Alors que je chargeais le siège auto, je vis la Honda de Mason tourner dans le parking. Il avait un adolescent avec lui, Noah vraisemblablement, et la banquette arrière était remplie de boîtes et de sacs. Je n'attendis pas de voir sa réaction face à la porte verrouillée. Je conduisis directement chez ma mère de l'autre côté de la ville, où je savais qu'Emma et moi serions en sécurité, à l'aise et totalement injoignable par ma femme et ses priorités douteuses. Mon téléphone commença à sonner avant même que je ne me gare dans l'allée de ma mère. Ma mère, Darla 20, attendait ce moment depuis des mois. Pas ce moment précis. Elle n'aurait pas pu prédire le chaos particulier de Mason et Noah et des portes verrouillées, mais le moment général où son fils tiendrait enfin tête à ce qu'elle appelait, cette avocate manipulatrice qui te sert de femme. Je savais qu'elle finirait par faire un coup pareil, dit maman en berçant Emma sur son genou pendant que je déballais nos sacs assemblés à la hâte. Une femme qui fait passer son ex-mari avant sa propre famille n'est pas une femme qui mérite d'être gardée. C'est compliqué, maman. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Elle a fait son choix. Maintenant, tu fais le tien. Elle baissa les yeux vers Emma, qui gloussait et attrapait les lunettes de lecture de sa grand-mère. Ce petit ange mérite mieux que d'être traité comme une réflexion après coup dans sa propre maison. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer depuis 1 heure. 17 appels manqués de l'IRA, 12 d'un numéro que je ne reconnaissais pas et qui était probablement celui de Mason, et plusieurs messages textes qui devenaient de plus en plus frénétiques au fil de l'après-midi. Les premiers étaient relativement calmes. Colby, qu'est-ce qui se passe? Mason dit que la porte est verrouillée et qu'il y a un mot. Ce n'est pas drôle. Ouvre la porte. Où es-tu? Où est Emma? Puis ils s'intensifièrent. J'appelle la police. Tu ne peux pas nous enfermer dehors de notre propre appartement. Henderson dit que tu l'as appelé. Quel mensonge lui as-tu raconté? Mason et Noah n'ont nulle part où aller. Comment peux-tu être aussi cruel? Et enfin, réponds à ton téléphone tout de suite ou je dépose une requête d'urgence dès lundi matin. Je retournai le téléphone face contre la table de la cuisine de maman et essayai de me concentrer pour donner son dîner à Emma. Ma fille semblait plus heureuse ici qu'elle ne l'avait été à la maison depuis des semaines. La maison de maman était calme, spacieuse, remplie de ce calme qui vient de décennies de routine stable. Pas de murs fins, pas de voisins qui se disputent, pas de tension crépitant dans chaque conversation. Tu devrais manger quelque chose, dit maman en posant une assiette de son fameux pain de viande devant moi. On dirait que tu n'as pas eu un vrai repas depuis des semaines. Elle n'avait pas tort. Entre le stress du travail, les devoirs de bébé et la tension sous-jacente constante avec l'IRA, j'avais vécu de café et des restes que je pouvais attraper entre les tétés d'Emma. Le pain de viande sentait l'enfance, la sécurité, tout ce que je voulais que ma fille ait. J'ai demandé la garde d'urgence, dis-je en coupant une bouchée. Janet Morrison s'en occupe. Nous devrions avoir une audience d'ici mercredi. Bien. Cette fille doit apprendre qu'il y a des conséquences à traiter les gens comme des pièces d'échecs. Maman s'installa sur la chaise en face de moi, son expression sérieuse. Mais tu sais qu'elle ne va pas se laisser faire. L'IRA a toujours été une battante. C'était un euphémisme. J'avais vu l'IRA démolir des avocats adverses au tribunal, la voir transformer des affaires perdues en victoire par la seule force de sa volonté et une préparation supérieure. Elle abordait chaque conflit comme une guerre à gagner, et elle les gagnait généralement. Mon téléphone vibra de nouveau. C'était un appel d'Henderson. Colby, c'est votre propriétaire. Je voulais vous prévenir. Votre femme s'est présentée ici il y a environ 20 minutes avec des accusations assez graves. Quel genre d'accusation? Elle dit que vous avez abandonné la famille,
que vous retenez le bébé en otage, que je devrais vous forcer à donner l'accès à l'appartement. Elle a des papiers légaux. Elle dit qu'il prouve que vous violez une ordonnance du tribunal. Je sentis mon estomac se nouer. Quel genre de papiers légaux? Je ne suis pas avocat, mais ils ont l'air officiels. Quelque chose sur une garde d'urgence et l'usage exclusif temporaire de la résidence conjugale. Elle veut que je la laisse entrer dans l'appartement avec ses invités. Les avez-vous laissés entrer? Non, pas encore. Mais si elle a une ordonnance du tribunal. Henderson, j'ai besoin que vous me rendiez un service. Ne laissez personne entrer dans cet appartement tant que vous n'aurez pas vérifié les documents du tribunal directement auprès du palais de justice. Ma femme est avocate. Elle sait comment faire paraître les choses officielles même quand elles ne le sont pas. Il y eut une pause. Vous pensez qu'elle ment? Je pense qu'elle est désespérée. Et les avocats désespérés peuvent être créatifs avec la vérité. Après avoir raccroché, j'appelai Janet Morrison. Elle a agi vite, dit Janet après que je lui eus expliqué la situation. Mais elle a fait une erreur. On ne peut pas obtenir une ordonnance du tribunal un samedi après-midi à moins qu'il ne s'agisse d'une véritable urgence impliquant un danger immédiat pour l'enfant. Si elle prétend avoir des papiers légaux, soit ils sont faux, soit ils proviennent d'une autre affaire. Alors, qu'est-ce que je fais? Rien ce soir. Laissez-la jouer sa carte. Lundi matin, nous déposons notre requête de garde d'urgence avec toute la documentation que vous avez fournie. Pendant ce temps, je vais passer quelques appels et voir ce qu'elle a réellement déposé, si elle a déposé quelque chose. Et si Henderson la laisse entrer dans l'appartement, alors elle viole vos droits de propriété en tant que colocataire, et nous ajoutons cela à notre dossier. Quoi qu'il en soit, elle creuse sa propre tombe. Je passais la soirée à jouer avec Emma, à aider maman avec la vaisselle du dîner, et à essayer de ne pas penser à ce que Lyra pouvait bien être en train de faire. Mais vers 21h, mon téléphone sonna avec un numéro que je reconnus, mon beau-père, Robert Chen. Colby, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Lyra nous a appelés en larmes, disant que tu as enlevé Emma et que tu l'as laissée sans abri. Je pris une profonde inspiration. Robert Chen était un homme raisonnable, un ingénieur à la retraite qui m'avait toujours traité équitablement malgré les drames occasionnels de sa fille. Mais il était aussi farouchement protecteur de Lyra, surtout depuis que son divorce avec Mason l'avait laissé émotionnellement fragile. Ce n'est pas ce qui s'est passé, Robert. Lyra a invité Mason et son fils à vivre dans notre appartement sans en discuter avec moi. Quand je me suis opposé, elle m'a dit que c'était déjà décidé. Alors, j'ai pris mes propres décisions. Elle dit que tu as changé les serrures et que tu ne veux pas lui dire où est Emma. Emma est en sécurité, bien soignée, et avec son père. Quant aux serrures, Lyra a renoncé à son droit de prendre des décisions unilatérales sur notre situation de vie quand elle a décidé d'emménager avec son ex-mari sans mon consentement. Il y eut une longue pause. Mason vit aussi avec vous? C'était le plan. 11 jours, selon l'avenant au bail qu'elle a signé sans me le dire. Une autre pause, plus longue cette fois. Laisse-moi te rappeler, dit Robert avant de raccrocher. 20 minutes plus tard, mon téléphone sonna de nouveau. C'était la mère de Lyra, Patricia. Colby, chérie, je pense qu'il y a peut-être eu une mauvaise communication ici. Patricia Chen avait toujours été plus diplomate que son mari, plus encline à voir les multiples facettes de toute situation. Elle avait été assistante sociale avant de prendre sa retraite, et elle avait un talent pour désamorcer les conflits familiaux. Je ne pense pas qu'il y ait eu de mauvaise communication, Patricia. Lyra a été très claire sur ce qu'elle avait l'intention de faire. Oui, mais peut-être qu'elle ne l'a pas communiqué de la meilleure façon. Tu sais comment elle est quand elle pense faire ce qui est juste. Elle peut être un peu autoritaire. Autoritaire est un mot. Le fait est qu'elle est très contrariée en ce moment. Elle reste chez la mère de Mason avec lui et Noah, et ce n'est pas une bonne situation. La femme a un début de démence, et la maison n'est pas adaptée pour un bébé. Je sentis une pointe de culpabilité, mais je la repoussai. Alors peut-être que Lyra aurait dû y penser avant de prendre des décisions de logement sans consulter son mari. Elle parle de demander le divorce, Colby. Est-ce vraiment ce que tu veux? La question resta en suspens. Était-ce ce que je voulais? Il y a 6 mois, j'aurais dit absolument non. J'aimais Lyra malgré ses défauts. Je l'avais épousée en croyant que nous pouvions construire quelque chose de durable ensemble.
Mais dernièrement, j'avais l'impression d'être marié à quelqu'un qui me voyait comme un obstacle à surmonter plutôt qu'un partenaire avec qui travailler. Ce que je veux, dis-je prudemment, c'est une femme qui me traite comme un partenaire égal dans notre mariage et qui fait passer le bien-être de notre fille avant son besoin de sauver son ex-mari. Et si elle accepte ça, si elle envoie Mason et Noah ailleurs, alors nous pourrons parler. Mais pas avant qu'elle ne démontre qu'elle comprend pourquoi cette situation était inacceptable. Après que Patricia eut raccroché, je m'assis dans le salon de maman, regardant Emma dormir dans le lit de voyage. Elle avait l'air si paisible, si innocente. Quoi qu'il arrive entre Lyra et moi, cette petite fille méritait la stabilité, la sécurité et des parents qui faisaient passer ses besoins en premier. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Mason. Je ne sais pas quel est ton problème, mais tu fais du mal à des innocents. Noah est confus et effrayé et ta femme est dévastée. Sois un homme et règle ça. Je fixai le message un long moment, puis je répondis, votre situation de logement n'est pas ma responsabilité. Le bien-être émotionnel de votre fils n'est pas ma responsabilité. La seule personne innocente qui me préoccupe est ma fille, qui mérite un environnement familial stable. Trouvez un autre endroit où rester. Sa réponse vint rapidement. Lyra m'a dit quel genre d'homme tu es vraiment. Maintenant je vois qu'elle avait raison. J'ai failli demander ce que Lyra lui avait dit sur moi, mais j'ai décidé que je ne voulais pas savoir. À la place, j'ai bloqué le numéro et éteint mon téléphone. Le dimanche matin apporta un nouveau développement. Maman faisait des pancakes quand quelqu'un frappa à sa porte d'entrée. À travers le Judas, je pouvais voir un policier sur le porche. Madame, je suis l'officier Rodriguez de la police municipale. Nous avons reçu un rapport d'une possible situation d'ingérence parentale impliquant un enfant. Maman me regarda et je hochai la tête. Je m'y attendais. Officier, je suis Colby Vin. Je suppose que c'est à propos de ma fille, Emma. Oui, monsieur. Nous avons reçu une plainte selon laquelle vous auriez emmené l'enfant sans la permission de la mère et refuseriez tout contact. La mère est ma femme et j'ai des droits de garde égaux. L'enfant est en sécurité, bien soigné, et avec son père légal. Il n'y a pas d'ingérence parentale. L'officier parut mal à l'aise. Monsieur, je dois vérifier que l'enfant est en sécurité et indemne. J'amenai Emma à la porte. Elle venait de prendre son bain, était vêtue de vêtements propres et mâchouillait joyeusement un anneau de dentition. L'officier la regarda et se détendit visiblement. Elle a l'air en bonne santé et bien soignée, dit-il. Mais je dois vous demander, y a-t-il une raison pour laquelle vous ne permettez pas à la mère de la voir? La mère est la bienvenue pour voir sa fille à tout moment où elle souhaite avoir une conversation raisonnable sur la situation de vie de notre famille. Ce qu'elle n'est pas la bienvenue à faire, c'est de dicter les termes et s'attendre à ce que je me plie sans poser de questions. L'officier prit quelques notes. Monsieur, je dois vous informer que s'il y a des conflits de garde, ils doivent être résolus par le système judiciaire familial. Prendre l'enfant sans l'accord des deux parents peut compliquer les choses légalement. Je comprends. Nous avons une audience au tribunal prévue pour mercredi. Après le départ de l'officier, j'appelai Janet Morrison. Bien, dit-elle. Le rapport de police nous aide en fait. Il montre que vous avez été coopératif, qu'Emma est en sécurité et bien soignée, et que vous cherchez une résolution légale par les voies appropriées. Pendant ce temps, il semble que votre femme fasse du forum shopping, essayant d'obtenir de différentes autorités la réponse qu'elle veut. Que se passe-t-il ensuite? Demain matin, nous déposons notre requête d'urgence. Je demanderai la garde temporaire pour vous et l'usage exclusif de la résidence conjugale en attendant une audience complète. Nous soutiendrons que la décision de votre femme d'inviter son ex-mari à vivre dans la maison familiale sans votre consentement démontre un mauvais jugement et une priorisation des besoins de son ex-mari sur la stabilité de l'enfant. Et vous pensez que nous allons gagner? Je pense que nous avons un dossier solide. Mais Lyra est avocate et elle connaît le système. Elle se battra avec acharnement. Janet avait raison. Le lundi matin apporta une avalanche d'activités juridiques. À 10 heures, on m'avait signifié des papiers pour 3 requêtes différentes, garde d'urgence en faveur de Lyra, usage exclusif de l'appartement, et une ordonnance m'obligeant à rendre Emma immédiatement. Mais Janet avait été occupée aussi. À midi, nous avions déposé nos contre-requêtes, complètes avec des photographies de l'avenant au bail, les relevés bancaires montrant le soutien financier de Lyra à Mason, et une chronologie détaillée des événements.
Nous avions également inclus des lettres de recommandation de mon employeur, de ma mère et du pédiatre d'Emma. L'audience était prévue pour mercredi matin. D'ici là, Emma et moi restions chez maman, et Lyra était apparemment toujours chez la mère de Mason, de plus en plus désespérée d'heure en heure. Mardi soir, mon téléphone sonna. C'était Lyra, et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, sa voix semblait petite et vaincue. « Colby, pouvons-nous parler, s'il te plaît ? Juste nous deux. Je t'écoute. J'ai fait une erreur. Je le vois maintenant. J'aurais dû discuter de la situation de Mason avec toi avant de prendre des décisions. Oui, tu aurais dû. C'est juste que... Noah me rappelait tellement moi-même à cet âge. Coincé entre des parents qui ne s'entendaient pas, ayant l'impression que tout était de sa faute. Je voulais aider. Au détriment de notre fille. Je ne le voyais pas comme ça à l'époque, mais je comprends maintenant. Emma doit passer en premier. Notre famille doit passer en premier. Je sentis mon cœur s'adoucir légèrement. C'était la Lyra dont j'étais tombé amoureux. Vulnérable, attentionnée, prête à admettre quand elle avait tort. Où sont Mason et Noah maintenant ? Mason a trouvé un endroit. Un de ses amis a un canapé qu'ils peuvent utiliser jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Ils ont quitté la maison de sa mère ce matin. Et pour nous ? Je veux rentrer à la maison, Colby. Je veux que nous soyons de nouveau une famille. Peux-tu me pardonner ? Je regardais à travers le salon de maman, où Emma jouait joyeusement sur une couverture, entourée de jouets. Elle semblait plus contente ici qu'elle ne l'avait été à la maison depuis des mois. L'appartement avait toujours semblé exigu et stressant, mais j'avais supposé que c'était juste l'ajustement des nouveaux parents. Maintenant, je me demandais si c'était quelque chose de plus. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. Voyons ce qui se passe à l'audience demain. L'audience ? Colby, si j'admets que j'avais tort, ne pouvons-nous pas simplement renvoyer les avocats et régler ça nous-mêmes ? Les avocats restent jusqu'à ce que nous ayons un accord formel sur la garde et les arrangements de vie. Je ne vais pas revivre ça. Il y eut une longue pause. Tu ne me fais pas confiance en ce moment ? Non. La ligne devint silencieuse et je pensais qu'elle avait peut-être raccroché, mais elle reprit la parole et sa voix avait changé. La vulnérabilité avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dur. J'espère que tu sais ce que tu fais, Colby, parce qu'une fois que nous entrerons dans cette salle d'audience demain, il n'y aura pas de retour en arrière. Tout change. Tout a déjà changé, dis-je. Au moment où tu as signé cet avenant sans me parler. Après avoir raccroché, je m'assis dans l'obscurité croissante du salon de maman, écoutant Emma babiller en jouant. Demain déterminerait le cours de nos vies, la mienne, la sienne et celle de Lyra. J'avais commencé cela pour attirer l'attention de ma femme, pour la forcer à voir à quel point ses décisions avaient été déraisonnables. Maintenant, je commençais à penser que cela pourrait mettre fin à notre mariage entièrement. Et pour la première fois depuis le début de ce gâchis, je n'étais pas sûr que ce serait une mauvaise chose. Mercredi matin arriva, gris et brumeux. Le genre de temps qui rend tout inquiétant et incertain. Je m'habillai soigneusement de mon meilleur costume, bleu marine, cravate conservatrice, la tenue que j'avais portée à notre mariage il y a 3 ans. Janet Morrison avait été claire sur l'importance des apparences au tribunal de la famille. Les juges prennent des décisions basées sur les faits, avait-elle dit lors de notre séance de préparation mardi soir. Mais ce sont des êtres humains. Ils remarquent qui a l'air stable, responsable, bien mis. Ils remarquent qui a l'air d'être le meilleur parent. Emma semblait sentir la tension. Elle avait été agitée depuis l'aube, refusant son biberon et pleurant chaque fois que j'essayais de la poser. Maman finit par prendre le relais, la promenant dans la cuisine pendant que je révisais mes notes une dernière fois. Elle sait, dit maman en berçant doucement Emma. Les bébés savent toujours quand quelque chose d'important se passe. Le palais de justice était un imposant bâtiment en briques du centre-ville, tout en sol de marbre et couloirs résonnants qui rendaient chaque pas significatif. Je retrouvai Janet dans le hall, et elle m'examina avec approbation. Bien. Vous avez l'air d'un père et d'un mari responsables. Maintenant, souvenez-vous, laissez-moi parler sauf si le juge vous pose une question directe. Répondez honnêtement mais brièvement. Ne donnez pas d'informations volontairement. Et quoi que vous fassiez, ne laissez pas Lyra vous provoquer au point de perdre votre sang-froid.
Nous nous dirigeâmes vers la division 3 du tribunal de la famille, où la juge Patricia Hawkins présidait les conflits de garde, les procédures de divorce et les affaires de relations domestiques. Janet m'avait prévenu que la juge Hawkins était connue pour son approche pragmatique et son intolérance envers les parents qui faisaient passer leurs propres besoins avant le bien-être de leurs enfants. Lyra était déjà là quand nous sommes arrivés, assise à la table du demandeur avec son avocat, Michael Brennan. Brennan était un associé de l'un des cabinets de droit de la famille les plus prestigieux de la ville, cher et agressif. Lyra avait l'air professionnel dans un tailleur gris anthracite, ses cheveux tirés en arrière, son expression composée, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains serraient la poignée de sa mallette. Elle leva les yeux quand j'entrai, et nos regards se croisèrent à travers la salle d'audience. Pendant un instant, je vis quelque chose de vulnérable dans son expression, du regret peut-être, ou de la peur. Mais cela disparut rapidement, remplacé par le masque de compétence professionnelle qu'elle portait comme une armure. « Levez-vous » annonça l'huissier. L'honorable juge Patricia Hawkins préside. La juge Hawkins était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux d'argent et aux yeux vifs qui semblaient tout saisir en un instant. Elle examina les dossiers devant elle pendant plusieurs minutes avant de parler. Il s'agit d'une audience d'urgence dans l'affaire 20 contre 20, numéro de dossier FL 2023-472. Nous sommes ici pour examiner des requêtes concurrentes de garde d'urgence de l'enfant mineur, Emma Rose 20, âgée de 8 mois. Maître Morrison, vous avez déposé en premier. Veuillez procéder. Janet se leva et s'approcha du podium avec assurance. Merci, votre honneur. Mon client, Colby 20, demande la garde d'urgence de sa fille en raison du schéma démontré de mauvais jugement de sa femme et de sa priorisation des besoins de son ancien mari sur le bien-être de leur enfant. Elle exposa les faits méthodiquement, l'avenant au bail signé sans mon consentement, le soutien financier que Lyra avait fourni à Mason, le plan d'héberger 5 personnes dans un appartement de 55 mètres carrés avec un nourrisson. Votre honneur, l'intimé a pris la décision unilatérale d'inviter son ex-mari et son fils adolescent à vivre dans la maison familiale sans consulter le père de l'enfant. Lorsque M. Vinci est opposé, elle l'a informé que la décision était finale et non négociable. Cela démontre un schéma troublant de priorisation des besoins de son ancien mari sur la stabilité de sa famille actuelle. La juge Hawkins prenait des notes pendant que Janet parlait. Quelle est la situation de vie actuelle de l'enfant? L'enfant réside avec M. Vin chez sa mère, où elle a sa propre chambre, un environnement stable et des soins appropriés. Madame Vin, quant à elle, a séjourné à divers endroits avec son ex-mari et son fils. Objection, dit Brennan en se levant. Cela déforme entièrement la situation. C'est une audience, pas un procès, dit sèchement la juge Hawkins. Gardez vos objections pour le contre-interrogatoire. Continuez, maître Morrison. Janet présenta les preuves systématiquement. Photographie de l'avenant au bail. Relevé bancaire montrant les virements à Mason. Message texte entre Lyra et Mason discutant de leurs arrangements de vie. Elle peignit le portrait d'une femme qui avait perdu toute perspective, qui était plus soucieuse de sauver son ex-mari que de protéger sa fille. Quand Janet eut terminé, Brennan se leva pour sa présentation. Il était suave, poli, le genre d'avocat qui pouvait faire passer le noir pour du blanc si cela servait les intérêts de sa cliente. Votre honneur, ce que nous avons ici, c'est un mari vindicatif qui a instrumentalisé son enfant pour punir sa femme d'avoir montré de la compassion à une famille en crise. Madame Vin, motivée par son inquiétude pour son ex-beau-fils, un enfant qu'elle a aidé à élever pendant 2 ans, a offert une aide temporaire pour empêcher un mineur de se retrouver sans abri. La version des événements de Brennan présentait Lyra comme une belle-mère altruiste et moi comme un mari contrôlant qui ne pouvait tolérer les élans charitables de sa femme. Il passa sous silence le manque de consultation, les conditions de vie exiguës, le soutien financier qu'elle avait fourni à mon insu. La réponse de M. Vin a été immédiate et extrême, continua Brennan. Il a changé les serrures, pris l'enfant et a disparu sans donner aucun moyen à la mère de contacter sa fille. C'est exactement le genre de comportement aliénant que les tribunaux de la famille existent pour prévenir. La juge Hawkins écouta impassiblement, prenant des notes occasionnelles. Quand Brennan eut fini, elle leva les yeux. J'aimerais entendre directement les 2 parties. Madame Vin, veuillez vous approcher. Lyra se leva et se dirigea vers la barre des témoins avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé des années dans les salles d'audience. Ses talons claquaient sur le sol poli dans un rythme régulier, chaque pas mesuré, délibéré, comme si elle entrait en territoire familier plutôt que d'être scrutée sous serment.
Elle ne jeta pas un regard dans ma direction, n'accusa pas réception du poids silencieux de la salle se tournant vers elle. Quand elle leva la main pour prêter serment, il n'y eut aucun tremblement, seulement le calme exercé de quelqu'un habitué à répondre à des questions difficiles en public. Elle s'installa sur la chaise, le dos droit, les épaules carrées, les mains jointes sagement sur ses genoux, sa voix claire. Madame Vin, commença la juge Hawkins, expliquez-moi pourquoi vous avez pensé qu'il était approprié d'inviter des occupants supplémentaires dans votre maison sans consulter votre mari. Votre honneur, j'étais inquiète pour Noah, mon ex-beau-fils. Il a 15 ans, et il était sur le point de se retrouver sans abri sans que ce soit de sa faute. J'ai senti que j'avais une obligation morale de l'aider. Son ton était sincère, soigneusement contrôlé, et elle rencontra le regard de la juge directement, comme si elle voulait que la sincérité de sa conviction emporte la réponse. Et vous n'avez pas pensé que votre mari pourrait avoir une opinion sur cette décision? Lyra hésita un instant, la plus brève des pauses où ses yeux se baissèrent avant de se relever. Je savais que Colby s'y opposerait. Il n'a jamais été à l'aise avec ma relation avec Noah, mais j'ai senti que c'était une situation d'urgence qui nécessitait une action immédiate. Combien de temps prévoyez-vous que ces occupants supplémentaires restent? 11 jours. Juste le temps que Mason trouve un logement permanent. Et pendant ces 11 jours, où exactement 5 personnes allaient-elles dormir dans votre appartement de 55 mètres carrés? Une autre hésitation. Plus longue cette fois. Ses doigts se serrèrent, ses jointures pâlissant. Nous nous serions débrouillés. Les familles font des sacrifices les unes pour les autres. La juge Hawkins prit une note. Le léger grattement du stylo sur le papier était d'une sonorité troublante. Madame Vin, je regarde des relevés bancaires montrant plusieurs virements à Mason Redden au cours des 2 derniers mois. Pouvez-vous expliquer cela? Mason traversait une période financière difficile. Je l'ai aidé avec le loyer et les charges pour que Noah ait un endroit stable où vivre. Combien d'argent avez-vous fourni? Environ $3000. Avez-vous discuté de ces dépenses avec votre mari? La plus longue hésitation à ce jour. Lyra déglutit. Non, votre honneur. Pourquoi pas? Parce que je savais qu'il s'y opposerait, et je sentais que c'était la bonne chose à faire. La juge Hawkins se pencha légèrement en avant, son expression s'aiguisant. Madame Vin, vous semblez avoir un schéma de prise de décision importante affectant votre famille sans consulter votre mari parce que vous savez qu'il s'y opposera. Voyez-vous comment cela pourrait être problématique dans un mariage? Oui, votre honneur. Je peux voir comment cela pourrait apparaître de cette façon. Monsieur Vin, veuillez vous approcher. Je me levai sur des jambes un peu chancelantes et me dirigeai vers la barre des témoins. La salle d'audience semblait énorme, caverneuse d'une manière qu'elle n'avait pas lorsque j'étais assis, et chaque pas vers l'avant semblait plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Je pouvais sentir les yeux de Lyra sur moi pendant que je prêtais serment, son regard un poids physique entre mes omoplates. Monsieur Vin, dit la juge Hawkins, parlez-moi de vos préoccupations concernant cet arrangement de vie. Je pris une profonde inspiration et essayai de canaliser la confiance calme que Janet m'avait appris à projeter. Les mots semblaient répétés mais nécessaires, une encre dans un moment où l'émotion menaçait de prendre le dessus. Votre honneur, ma principale préoccupation est le bien-être de ma fille. Notre appartement est extrêmement petit, avec des murs fins et des quartiers rapprochés. Emma a 8 mois et se réveille encore fréquemment la nuit. Ajouter 2 personnes de plus à cet environnement aurait été chaotique et stressant pour tout le monde, surtout pour un nourrisson qui a besoin de stabilité et de routine. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la décision de votre femme? J'ai été choqué, votre honneur, non seulement par la décision elle-même, mais par le fait qu'elle l'ait prise sans aucune discussion. Le mariage est censé être un partenariat. Les décisions majeures qui affectent la famille devraient être prises ensemble. Et votre réponse a été de changer les serrures et de prendre l'enfant. Ma réponse a été de prioriser le bien-être de ma fille et de chercher une résolution légale par les voies appropriées. Je n'ai abandonné personne ni laissé personne sans abri. J'ai simplement refusé de permettre que notre maison devienne surpeuplée de personnes qui n'avaient aucun droit légal d'y être. La juge Hawkins hocha lentement la tête. Monsieur Vin, avez-vous une objection à ce que votre femme ait une relation avec son ex-beau-fils? Aucune, votre honneur. Mais cette relation ne devrait pas se faire au détriment de la stabilité de notre fille ou du fondement de notre mariage basé sur le respect mutuel et la consultation. Après que je fus descendu, les 2 avocats firent de brèves plaidoiries finales.
La voix de Janet était stable et précise alors qu'elle soulignait le schéma de prise de décision unilatérale et la priorité du bien-être d'Emma. Brennan parla avec une indignation polie, me peignant comme contrôlant et vindicatif, ses mots vifs mais impersonnels, comme si tout cela n'était qu'un exercice abstrait. La juge Hawkins examina ses notes pendant plusieurs minutes avant de parler. Le silence s'étira, oppressant, rompu seulement par le faible bruissement du papier et le son de mon propre pouls dans mes oreilles. C'est un cas difficile car les deux parents aiment clairement leur enfant et veulent ce qui est le mieux pour elle. Cependant, je suis troublé par plusieurs aspects du comportement de Madame Vin. Mon cœur se mit à battre plus vite. Premièrement, la décision d'inviter des occupants supplémentaires dans la maison familiale sans consultation conjugale montre un mauvais jugement et un mépris préoccupant pour les droits de son mari en tant qu'époux et colocataire. Deuxièmement, le soutien financier fourni à l'ex-mari sans divulgation suggère un schéma de tromperie qui sape le fondement de confiance et de communication du mariage. Troisièmement, le plan d'héberger 5 personnes, y compris un nourrisson, dans un appartement de 55 mètres carrés démontre un manque de considération pour les besoins développementaux de l'enfant. Je pouvais voir le visage de Lyra pâlir, la couleur s'en allant à chaque point. Cependant, je suis également préoccupé par la réponse de Monsieur Vin, qui a été immédiate et extrême. Changer les serrures et retirer l'enfant sans fournir aucun mécanisme de communication n'est pas le comportement que j'attends d'un parent cherchant à protéger les meilleurs intérêts de son enfant. Mon estomac se serra, une lourdeur froide s'y installant. Par conséquent, j'accorde la garde temporaire conjointe avec les conditions suivantes. Emma restera sous la garde de Monsieur Vin à la résidence de sa mère pendant les jours de semaine, offrant stabilité et espace de vie approprié. Madame Vin aura des visites supervisées les week-ends, la supervision étant assurée par la mère de Monsieur Vin ou une autre partie convenue. De plus, j'ordonne aux deux parties de suivre une thérapie familiale avant que tout changement aux arrangements de garde ne soit envisagé. Madame Vin, vous n'inviterez pas d'occupants supplémentaires dans toute résidence où Emma est présente sans le consentement écrit de Monsieur Vin. Enfin, je programme une audience de garde complète dans 6 semaines. Les deux parties auront le temps de démontrer leur engagement à la coparentalité et à mettre les besoins d'Emma en premier. Le marteau tomba avec un bruit de tonnerre. Alors que nous rassemblions nos papiers et nous préparions à partir, Lyra s'approcha de moi dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, ses mouvements tendus, contenus. « Es-tu satisfait ?» demanda-t-elle, sa voix tendue d'émotion contrôlée. « Tu as eu ce que tu voulais. » Ce que je voulais, c'était une femme qui me traitait comme un partenaire au lieu d'un obstacle. Et ce que tu as eu, c'est une bataille pour la garde et un mariage brisé. J'ai une fille qui est en sécurité et stable, ce qui est plus que ce qu'elle aurait eu dans notre appartement avec ton ex-mari. Le sang-froid de Lyra se brisa enfin, son expression se tordant de colère et de blessure. Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Noah avait besoin d'aide. Il avait besoin d'une famille. Mais tu étais tellement menacé par Mason que tu ne pouvais pas voir au-delà de ta propre insécurité. Il ne s'agissait jamais de Mason. Il s'agissait de toi prenant des décisions majeures sans me consulter. Il s'agissait de toi faisant passer les besoins de tout le monde avant ceux de notre famille. Notre famille? Elle rit amèrement, le son aigu et creux. Quelle famille? Tu l'as détruite. Elle se retourna et s'éloigna, ses talons claquant contre le sol de marbre. Brennan la suivit, déjà au téléphone, planifiant probablement leur prochain coup. Janet posa une main sur mon épaule. Vous vous êtes bien débrouillé là-dedans. La juge Hawkins a vu clair dans la manipulation émotionnelle et s'est concentrée sur ce qui est le mieux pour Emma. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous rentrez chez vous, vous vous occupez de votre fille et vous vous préparez pour le long terme. Ce n'est pas fini. Lyra va se battre pour la garde complète, et elle a les ressources pour rendre cela coûteux et laid. Mais nous avons gagné aujourd'hui. Nous avons gagné la bataille. La guerre ne fait que commencer. En retournant chez maman, je pensais aux derniers mots de Lyra. Avais-je détruit notre famille ou avais-je simplement refusé de la laisser la détruire d'une manière différente? Emma faisait la sieste quand je suis arrivé et maman était dans la cuisine à préparer le déjeuner. Elle leva les yeux avec attente quand j'entrai. Garde temporaire. Emma reste avec nous pendant la semaine. Lyra a des visites supervisées le week-end. Maman hocha la tête avec approbation. Cette juge a du bon sens. Et maintenant? Maintenant, nous attendons la prochaine audience et espérons que Lyra reviendra à la raison. Mais même en le disant, je savais que c'était peu probable.
La Lyra que j'avais vue dans cette salle d'audience n'était pas la femme que j'avais épousée. Elle était plus dure, plus calculatrice, plus disposée à se battre salement pour obtenir ce qu'elle voulait. Et si elle voulait une guerre, je commençais à penser que je pourrais être prêt à lui en donner une. Les 3 semaines suivantes s'installèrent dans une routine tendue. Emma et moi vivions chez maman pendant la semaine, où elle s'épanouissait dans un environnement calme et spacieux. Les week-ends amenaient les visites supervisées de Lyra, qui se déroulaient dans le salon de maman sous des yeux attentifs qui ne manquaient rien. Lyra arrivait chaque samedi matin précisément à 9 h, vêtue de manière professionnelle même pour des visites décontractées avec sa fille. Elle apportait des jouets, des livres, des tenues coûteuses qu'Emma aurait dépassées en un mois. Mais il y avait quelque chose de performatif dans tout cela, comme si elle jouait le rôle de la mère dévouée pour un public. Elle grandit, dit Lyra lors de sa 3e visite, tenant Emma pour examiner son visage. Je trouve qu'elle te ressemble plus maintenant. Elle fait ses dents, répondis-je depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, assez près pour superviser mais assez loin pour leur laisser de l'espace. C'est pour ça qu'elle est agitée. Je sais pour les dents, Colby. Je suis sa mère. L'accent mis sur suis ne m'échappa pas. Lyra se battait pour maintenir son autorité maternelle même dans ce rôle réduit. Elle était arrivée avec des questions détaillées sur les horaires de repas d'Emma, ses habitudes de sommeil, ses étapes de développement. Elle prenait des notes dans un petit carnet en cuir, documentant tout comme des preuves pour la prochaine audience de garde. Mais ce sont les appels téléphoniques qui révélèrent sa véritable stratégie. Je commençais à les recevoir le lundi de la 4e semaine. D'abord du pédiatre d'Emma, le docteur Sarah Martinez, qui s'enquérait de préoccupations qui lui avaient été signalées. Quel genre de préoccupations, demandai-je. Eh bien, votre femme a appelé et a mentionné qu'Emma était sous votre seule garde depuis plusieurs semaines. Elle voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de problèmes médicaux dont je devrais être au courant. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit qu'Emma semble en bonne santé et bien soignée d'après sa dernière visite. Mais monsieur Vin, s'il y a des problèmes de garde, je dois être clair sur qui a l'autorisation de prendre des décisions médicales. L'appel suivant vint de la garderie d'Emma, où elle était inscrite mais n'était pas allée depuis le début de cette situation. Monsieur Vin, c'est Jennifer de la garderie Littlest Star. Votre femme est passée pour s'informer du statut d'inscription d'Emma. Elle semblait penser qu'il pourrait y avoir une confusion sur qui a l'autorité de prendre des décisions concernant ses soins. Il n'y a pas de confusion. L'ordonnance du tribunal est claire. Pourriez-vous nous en envoyer une copie par fax? Nous voulons nous assurer que nous suivons les procédures appropriées. Le jeudi, j'avais reçu des appels similaires de notre compagnie d'assurance familiale, de la bibliothèque locale où Lyra avait inscrit Emma à l'heure du compte pour bébé, et même de l'épicerie où nous avions un compte familial. Elle construit un récit, expliqua Janet Morrison quand je l'appelais. Elle documente chaque interaction, chaque décision que vous prenez, cherchant quelque chose qu'elle peut utiliser pour argumenter que vous n'êtes pas le meilleur parent gardien. Est-ce légal? Malheureusement, oui. Et c'est intelligent, bien que peu éthique. Elle crée une trace écrite qui suggère que vous avez isolé Emma de sa mère et perturbé ses routines normales. Mais le juge a ordonné des visites supervisées, auxquelles Lyra se conforme tout en construisant simultanément un dossier selon lequel l'arrangement est préjudiciable au bien-être d'Emma. Vous devez être très prudent, Colby. Documentez tout, tenez des registres détaillés et ne lui donnez aucune munition. La visite de ce week-end sembla différente dès le début. Lyra arriva avec Mason. Il attend dans la voiture, dit-elle en voyant mon expression. Je voulais juste que tu saches qu'il était là. Emma manque à Noah, et Mason a pensé que ce serait bien pour lui de voir qu'elle va bien. À travers la fenêtre, je pouvais voir la Honda de Mason garée sur le trottoir. Noah était sur le siège passager, regardant la maison avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. L'ordonnance du tribunal spécifie des visites supervisées entre toi et Emma, dis-je. Elle n'inclut pas Mason ou Noah. Ils n'entrent pas. Je pensais juste. Emma fait aussi partie de la famille de Noah. Il a aidé à s'occuper d'elle quand elle est née. C'était vrai, techniquement. Pendant les premières semaines après la naissance d'Emma, alors que Lyra se remettait et que j'étais submergé par l'épuisement des nouveaux parents, Noah avait été utile lors de ses visites du week-end. Il avait été doux avec le bébé, désireux d'aider avec les biberons et les changements de couches. Mais cela semblait être il y a une éternité. Peut-être quand tout cela sera réglé, dis-je. Mais pas maintenant.
La mâchoire de Lyra se serra, mais elle hocha la tête. Elle retourna brièvement à la voiture, et je la vis parler à Mason et Noah par la fenêtre. Quand elle revint, son expression était soigneusement neutre. La visite elle-même fut tendue. Emma semblait capter l'attention, s'agitant plus que d'habitude et s'accrochant à moi quand Lyra essayait de la tenir. Après 2 heures, Lyra renonça à essayer de l'engager et passa la majeure partie du temps restant à prendre des photos avec son téléphone. Pour mes dossiers, dit-elle en remarquant que je la regardais. Je veux documenter mon temps avec elle. Après leur départ, maman secoua la tête d'un air sombre. Cette femme prépare quelque chose. La façon dont elle prenait des photos, posait des questions sur la routine d'Emma. Elle n'est pas là pour visiter. Elle est là pour enquêter. Lundi apporta la confirmation des soupçons de maman. Je travaillais de la maison, m'occupant d'une mise à jour de routine du logiciel de répartition de la police, quand mon téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant montrait un numéro que je ne reconnaissais pas. Monsieur Vin, ici Amanda Foster des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant votre fille Emma et je dois programmer une visite à domicile. Quel genre de signalement? Je ne peux pas discuter des détails par téléphone, mais je peux vous dire qu'il concerne des allégations de négligence et de conditions de vie inappropriées. Quel serait un bon moment pour que je passe? C'est ridicule. Ma fille est parfaitement bien soignée. J'en suis sûr, monsieur Vin. C'est juste une enquête de routine. Nous sommes tenus de suivre tous les signalements impliquant des enfants mineurs. Nous avons programmé la visite pour mercredi après-midi. Après avoir raccroché, je restais assis à regarder mon écran d'ordinateur, les mains tremblantes de rage. Lyra avait appelé les services de protection de l'enfance. Elle m'avait signalé pour négligence d'enfant. J'appelai immédiatement Janet. C'est une escalade, dit-elle après que je lui eus expliqué la situation. Elle essaie de créer des preuves qu'Emma est en danger sous votre garde. Mais c'est complètement faux. Emma est en bonne santé, heureuse, bien soignée. Ce que l'agent des services sociaux verra immédiatement. Mais le signalement lui-même devient partie du dossier. Lors de l'audience de garde, Lyra pourra le pointeur comme preuve qu'elle avait des préoccupations légitimes concernant le bien-être d'Emma. Alors, qu'est-ce que je fais? Coopérez pleinement. Assurez-vous que la maison est propre, qu'Emma est bien habillée et heureuse, et que vous avez la documentation de ses soins médicaux, son horaire d'alimentation, tout. Transformez cela en un point positif pour notre dossier en montrant à quel point Emma est bien soignée. La visite des services sociaux se déroula exactement comme Janet l'avait prédit. Amanda Foster était une femme d'une quarantaine d'années à l'air fatiguée, qui avait clairement vu assez de vrais cas de négligence pour reconnaître un faux signalement quand elle envoyait un. Elle passa 20 minutes à regarder la maison de maman, à jouer avec Emma et à examiner la documentation que j'avais préparée. Monsieur Vin, votre fille semble en bonne santé et bien soignée. L'environnement domestique est approprié et stable. Je vais clore ce dossier sans autre mesure requise. Pouvez-vous me dire qui a fait le signalement? Je ne peux pas fournir de détails spécifiques, mais je peux vous dire que cela vient de quelqu'un prétendant être préoccupé par le bien-être de l'enfant lors d'un conflit de garde. Elle me lança un regard significatif. Nous voyons cela parfois dans les cas de divorce contentieux. Les gens utilisent notre système pour tenter d'obtenir un avantage au tribunal de la famille. Et c'est légal? Faire un faux signalement est illégal, mais prouver l'intention de tromper est difficile à moins que les allégations ne soient complètement fabriquées. Dans ce cas, l'appelant a exprimé des préoccupations qui semblaient sincères à propos d'un enfant retiré de son environnement normal et pris en charge par la famille élargie. Après son départ, j'appelai de nouveau Janet. Bien, dit-elle quand j'ai rapporté le résultat. Maintenant, nous avons la preuve que les services sociaux ont trouvé Emma bien soignée sous votre garde. Cela renforce en fait notre position. Mais Lyra peut continuer à escalader avec de fausses accusations. Jusqu'à ce qu'elle aille trop loin et nuise à sa propre crédibilité. Ce qui, connaissant Lyra, arrivera probablement. Janet avait raison. La semaine suivante apporta un nouveau niveau de harcèlement. Je commençais à recevoir des appels au travail de personnes prétendant être préoccupées par le bien-être d'Emma. Une femme qui se disait voisine a signalé m'avoir vu crier sur le bébé dans la cour. Un homme a prétendu m'avoir vu manipuler brusquement Emma à l'épicerie. Rien de tout cela n'était vrai, mais chaque signalement nécessitait des appels de suivi, des explications, de la documentation.
mon superviseur au travail me prit à part pour me poser des questions sur les problèmes personnels qui semblaient affecter ma vie professionnelle. Je traverse un conflit de garde, expliquai-je. Mon ex-femme essaie de me créer des problèmes au travail. Y a-t-il quelque chose dont nous devrions nous préoccuper? Des problèmes avec votre habilitation de sécurité ou votre fiabilité? Non, ce sont de fausses allégations liées au divorce. Je peux fournir des documents si vous en avez besoin. Mais le mal était fait. Mes collègues me regardaient différemment, se demandant pourquoi je recevais autant d'appels personnels pendant les heures de travail. Le stress affectait mon sommeil, ma concentration, ma capacité à être le genre de père qu'Emma méritait. Tout a atteint un point critique un jeudi soir. Je donnais son bain à Emma quand quelqu'un frappa à la porte de maman. À travers le Judas, je pouvais voir 2 policiers. Monsieur Vin, nous avons eu un signalement de troubles domestiques à cette adresse. Il n'y a pas de troubles domestiques. Je suis seul ici avec ma fille. Monsieur, nous devons vérifier que tout le monde dans la maison est en sécurité. Pouvez-vous sortir? J'enveloppai Emma dans une serviette et ouvris la porte. Officier, c'est la maison de ma mère. Je reste ici temporairement pendant un conflit de garde. Il n'y a aucun trouble, domestique ou autre. L'une des officiers, une jeune femme qui semblait à peine sortie de l'académie, consulta ses notes. Nous avons reçu un appel concernant des cris et ce qui semblait être quelqu'un en détresse. Les seuls cris que vous auriez pu entendre sont ceux de ma fille de 8 mois protestant contre son bain. Maman apparut derrière moi, portant encore son tablier du dîner. Officier, de quoi s'agit-il? Madame, nous suivons un appel pour trouble. Le seul trouble ici, c'est la routine du coucher de ma petite fille. Elle fait ses dents et est grognon, mais ce n'est guère une affaire de police. Les officiers regardèrent autour de la maison calme et bien entretenue, me regardèrent tenant un bébé propre et en bonne santé, regardèrent ma mère âgée dans son tablier. La situation n'était clairement pas ce à quoi ils s'attendaient. Monsieur, avez-vous une idée de qui aurait pu appeler? J'avais une très bonne idée, mais je ne pouvais pas le prouver. Je traverse un conflit de garde contentieux. Il y a eu plusieurs faux signalements récemment. Les officiers échangèrent un regard. Nous noterons dans notre rapport qu'aucun trouble n'a été trouvé et que tous les occupants semblent en sécurité et bien. Après leur départ, je m'assis dans la cuisine de maman, Emma finalement endormie dans son porte-bébé, et j'essayais de comprendre ce qui se passait. Lyra ne se battait plus seulement pour la garde. Elle essayait de détruire ma réputation, mon travail, ma capacité à fonctionner en tant que parent. Elle a perdu la tête, dit maman en se versant une tasse de café les mains tremblantes. Cette fille a complètement perdu la tête. Elle est désespérée, corrigeai-je. Et les gens désespérés font des choses désespérées. Mais même en le disant, je réalisais que le désespoir de Lyra la rendait dangereuse. Elle était une avocate avec des ressources, des relations et une volonté d'utiliser toutes les armes disponibles. J'étais un employé de support technique vivant avec sa mère, essayant de protéger sa fille d'une femme qui était censée les aimer tous les deux. Pour la première fois depuis le début de ce gâchis, je commençais à me demander si j'étais dépassé par les événements. Cette nuit-là, après qu'Emma se fût endormie et que maman fût allée se coucher, je m'assis dans le salon sombre et pris une décision. Si Lyra voulait escalader ce conflit, si elle voulait se battre salement et utiliser de fausses accusations et du harcèlement, alors je lui donnerais exactement ce qu'elle demandait. Mais je ne serais plus en défense. Il était temps de passer à l'attaque. Je commençais mes recherches le lendemain matin, en utilisant les compétences que j'avais développées pendant mes années de support informatique. Quand on dépanne des systèmes pour les services de police et d'urgence, on apprend à fouiller en profondeur dans les bases de données, à croiser les informations et à trouver des liens que d'autres manquent. Lyra avait fait une erreur cruciale dans sa campagne d'escalade, elle avait laissé une trace numérique. Le faux signalement aux services sociaux avait été passé depuis son téléphone portable. La fausse plainte pour troubles domestiques avait été faite depuis le numéro de Mason. Les signalements de voisins inquiets provenaient tous de numéros enregistrés à des adresses dans un rayon de 3 pâtés de maison de la mère de Mason, où Lyra avait séjourné. Mais ce qui était plus intéressant, c'est ce que j'ai trouvé en croisant les informations financières de Mason, informations qui étaient publiques en raison de sa précédente faillite. Au cours des 2 derniers mois, il n'avait pas seulement reçu les $3 000 de Lyra qui avaient été divulgués au tribunal, mais $4 000 supplémentaires par une série de virements plus petits conçus pour éviter d'être détectés. $7 000.
Lyra avait donné 7 000 $ à son ex-mari tout en disant au tribunal qu'elle n'avait fourni que 3 000 $ d'aide d'urgence. Encore plus accablant était le moment des virements. Le plus gros paiement, 1 500 $, avait été effectué le lendemain de notre audience de garde, avec une ligne de mémo qui disait « Consultation juridique ». Lyra avait payé Mason pour l'aider à monter un dossier contre moi. J'appelais Janet Morrison avec mes conclusions. « C'est bon », dit-elle après avoir examiné la documentation que j'avais compilée. « C'est très bon. » Elle s'est parjurée en mentant sur le montant du soutien financier qu'elle a fourni. Et elle s'est livrée à de la subornation de témoins en payant Mason pour participer à sa campagne de harcèlement. Est-ce suffisant pour changer l'arrangement de garde? C'est suffisant pour demander une audience d'urgence et demander au juge de reconsidérer l'ensemble de l'affaire. Mais Colby, vous devez être prêt pour la guerre nucléaire. Quand nous présenterons ces preuves, Lyra va vous attaquer avec tout ce qu'elle a, elle le fait déjà. Non, ce n'est pas le cas. En ce moment, elle essaie de monter un dossier par de faux signalements et du harcèlement. Quand elle réalisera que cette stratégie a échoué, elle deviendra créative. Et les avocats créatifs peuvent être dangereux. Janet avait raison de me prévenir. L'audience d'urgence était prévue pour le mercredi suivant, et la réponse de Lyra fut rapide et vicieuse. Lundi, je reçus un appel du service des ressources humaines de mon employeur. Monsieur Vin, nous devons discuter de certaines allégations qui ont été portées à notre attention concernant votre conduite. Quel genre d'allégations? Je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous venir cet après-midi? La réunion fut un cauchemar. Assis en face de la directrice des RH, Patricia Williams, et de mon superviseur, Tom Chen, j'écoutais tandis qu'ils exposaient une série de plaintes qui avaient été déposées contre moi. Nous avons reçu des rapports selon lesquels vous avez accédé à des bases de données confidentielles pour un usage personnel, dit Patricia en consultant un dossier. Plus précisément, que vous avez utilisé votre accès au système pour enquêter sur des personnes impliquées dans votre conflit de garde. C'est complètement faux. Je n'ai jamais utilisé les systèmes de travail pour des recherches personnelles. Nous avons également reçu une plainte selon laquelle vous auriez passé des appels téléphoniques menaçants à votre ex-femme depuis les téléphones du travail. Je n'ai pas d'ex-femme. Je suis séparé de ma femme actuelle et je n'ai jamais passé d'appels menaçants à qui que ce soit. Tom se tortilla inconfortablement sur sa chaise. Colby, tu sais, je t'ai toujours soutenu, mais ces allégations sont graves. Si tu as abusé de tes privilèges d'accès. Je ne l'ai pas fait. Je peux le prouver. Chaque accès au système est enregistré et horodaté. Vous pouvez consulter mes journaux d'activité du mois dernier et voir que je n'ai jamais accédé à quoi que ce soit en dehors de mes responsabilités professionnelles normales. Patricia prit des notes. Nous mènerons une enquête complète. En attendant, votre accès au système est suspendu en attendant la résolution de ces allégations. Vous me suspendez? Vous êtes placé en congé administratif payé pendant que nous enquêtons. Si les allégations s'avèrent infondées, vous serez réintégré avec tous vos privilèges. Je sortis de cette réunion avec l'impression d'avoir été heurté par un camion. Lyra avait réussi à attaquer mon gagne-pain, ma réputation professionnelle, tout ce que j'avais travaillé à construire au cours des 5 dernières années. Mais elle avait aussi fait une autre erreur. Les plaintes déposées contre moi avaient été soumises par quelqu'un se présentant comme un citoyen concerné qui avait observé ma prétendue mauvaise conduite. Mais le niveau de détail des plaintes références spécifiques au nom de base de données, procédures d'accès au système, politiques internes de l'entreprise ne pouvaient provenir que de quelqu'un ayant une connaissance intime de mes responsabilités professionnelles. Une connaissance que Lyra avait acquise pendant notre mariage, lorsque j'avais parfois discuté des défis du travail et des mises à jour de système pendant le dîner. Elle avait abattu sa carte trop tôt. Mardi apporta une nouvelle escalade. J'étais à la maison avec Emma quand maman répondit au téléphone dans la cuisine. Colby, appela-t-elle, la voix tendue d'inquiétude. C'est ton beau-père. Il veut te parler. Robert Chen avait l'air fatigué et frustré quand je pris l'appel. Colby, je dois te demander quelque chose directement, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. D'accord. As-tu menacé Lyra? Lui as-tu dit que tu ferais en sorte qu'elle ne revoie plus jamais Emma? Absolument pas, Robert. Je n'ai jamais menacé Lyra ou qui que ce soit d'autre. Parce qu'elle nous a appelés hier soir en pleurant, disant que tu lui avais laissé un message vocal disant que tu allais disparaître avec Emma et qu'elle ne vous retrouverait jamais.
Je sentis la vague de rage familière qui était devenue ma compagne constante. Robert, je n'ai pas appelé Lyra depuis 2 semaines. Je ne lui ai laissé aucun message vocal. C'est une autre fausse accusation. Peux-tu le prouver? Oui, je le peux. Mes relevés téléphoniques montreront chaque appel que j'ai passé. Je peux aussi fournir des enregistrements de tous les messages vocaux que j'ai laissés, parce que je n'en ai laissé aucun. Il y eut une longue pause. Colby, je veux te croire, mais Lyra est ma fille et elle a peur. Elle dit que tu es devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaît pas. Ta fille a déposé de faux rapports de police, fait de fausses plaintes aux services sociaux et essaie de me faire renvoyer de mon travail. C'est elle qui est devenue quelqu'un que je ne reconnais pas. Ça ne ressemble pas à Lyra. Ça ne ressemblait pas non plus à Lyra quand elle a décidé d'emménager avec son ex-mari dans notre appartement sans me le dire, mais elle l'a fait. Après que Robert eut raccroché, je m'assis dans la cuisine de maman et j'essayais de reconstituer la stratégie de Lyra. Elle attaquait systématiquement chaque aspect de ma vie, mon travail, ma réputation, ma relation avec sa famille, ma capacité à être un père pour Emma. Elle créait un récit d'un ex-mari instable et menaçant à qui on ne pouvait pas faire confiance pour la garde de sa fille. Et elle faisait tout cela en maintenant une plausible dénégation. Les appels provenaient de numéros différents. Les rapports étaient déposés par des citoyens concernés anonymes. Les plaintes étaient soumises par des personnes qui ne pouvaient pas être directement retracées jusqu'à elle. Mais j'avais quelque chose qu'elle ne savait pas. La caméra de sécurité que j'avais installée dans le salon de maman. La caméra était petite, discrète, positionnée pour capturer la zone où se déroulaient les visites supervisées de Lyra. Je l'avais installée en partie pour la sécurité, mais surtout pour documenter ma conformité aux ordonnances de visite du tribunal. Chaque visite était enregistrée, horodatée et stockée sur un serveur sécurisé, y compris la visite de samedi dernier, où Lyra avait passé 20 minutes au téléphone dans la salle de bain de maman, pensant qu'elle était hors de portée audio. Le microphone sensible de la caméra avait capté sa partie de plusieurs conversations. Des conversations où elle discutait de la prochaine phase de sa stratégie. Des conversations où elle se coordonnait avec Mason pour maintenir la pression. Des conversations où elle parlait à quelqu'un pour s'assurer que le harcèlement paraisse aléatoire et sans lien. Le plus accablant de tout était une conversation où elle avait parlé à quelqu'un du message vocal menaçant qu'elle prévoyait de signaler à ses parents et à la police, un message vocal qu'elle allait créer elle-même. L'audience d'urgence du mercredi matin était bondée. La juge Hawkins avait clairement été informée de l'escalade du conflit, et son expression était sévère alors qu'elle ouvrait la séance. Cette affaire a généré une quantité inhabituelle d'activités au cours des 3 dernières semaines, commença-t-elle. J'ai examiné des rapports d'enquête des services sociaux, d'appels à la police, de plaintes au travail et diverses allégations des 2 parties. J'espère que l'audience d'aujourd'hui clarifiera ce qui se passe réellement ici. Janet se leva et s'approcha du podium avec un épais dossier de documentation. Votre honneur, ce qui se passe ici, c'est une campagne systématique de harcèlement et de parjure conçue pour manipuler la décision de garde du tribunal. Elle exposa les preuves méthodiquement, les relevés financiers montrant les paiements non divulgués de Lyra à Mason, les relevés téléphoniques reliant les faux signalements au numéro de Lyra et Mason, les enregistrements audio de Lyra coordonnant sa campagne de harcèlement. Plus important encore, votre honneur, nous avons des preuves claires que Madame Vin s'est parjurée dans son témoignage précédent en sous-estimant le soutien financier qu'elle a fourni à son ex-mari de plus de 50%. La juge Hawkins examina les relevés bancaires avec un mécontentement croissant. Madame Vin, vous avez témoigné que vous aviez fourni environ $3 000 à Monsieur Redden. Ces relevés montrent des paiements totalisant $7 000. Lyra avait l'air pâle mais gardait son sang-froid. Votre honneur, j'ai peut-être sous-estimé le montant total. Les paiements ont été effectués sur plusieurs semaines, et je n'ai pas calculé le total précis avant de témoigner. Vous n'avez pas calculé le total avant de témoigner sur un soutien financier dans une audience de garde? Non, votre honneur. J'aurais dû être plus précise. Janet continua sa présentation, diffusant des extraits audio sélectionnés des enregistrements de la caméra de sécurité. Le tribunal écouta la voix de Lyra discuter de la coordination de faux signalements, du timing des appels de harcèlement et de la création de fausses preuves. Votre honneur, conclut Janet, Madame Vin s'est livrée au parjure, à la subornation de témoins, au dépôt de faux rapports de police et au harcèlement systématique de mon client. Ce comportement démontre non seulement un mauvais jugement, mais une malveillance active envers le père de son enfant. La réponse de Brennan fut désespérée et confuse.
Il argua que les enregistrements avaient été obtenus sans consentement, que l'écart financier était une erreur honnête, que sa cliente n'était qu'une mère inquiète essayant de protéger sa fille. Mais les preuves étaient accablantes, et la patience de la juge Hawkins était clairement épuisée. Madame Vin, dit-elle après que les deux avocats eurent fini, je suis profondément troublée par ce que j'ai entendu aujourd'hui. Vous avez menti à ce tribunal sur des questions financières, vous vous êtes livré à un harcèlement systématique de votre ex-mari et vous avez déposé de faux rapports auprès de multiples agences. Votre honneur, j'essayais seulement de. Vous essayez de manipuler le système juridique pour obtenir un avantage dans un conflit de garde. Ce comportement n'est pas seulement contraire à l'éthique, il est potentiellement criminel. La juge Hawkins examina ses notes pendant plusieurs minutes avant de continuer. Je modifie mon ordonnance de garde précédente avec effet immédiat. Monsieur Vin se voit accorder la garde physique et légale complète d'Emma Rose Vin. Les visites de Madame Vin sont réduites à des visites supervisées tous les 2 week-ends, avec une supervision assurée par un moniteur désigné par le tribunal. De plus, je renvoie cette affaire au bureau du procureur pour enquête sur d'éventuels chefs d'accusation de parjure et de fausses déclarations. Je réfère également Madame Vin au barreau de l'État pour enquête sur des violations éthiques. Enfin, il est ordonné à Madame Vin de cesser tout contact avec Monsieur Vin, sauf par l'intermédiaire des avocats ou du moniteur désigné par le tribunal. Toute violation de cette ordonnance entraînera une arrestation immédiate. Le marteau tomba comme un coup de tonnerre. Alors que nous rassemblions nos papiers et nous préparions à partir, je regardais Lyra de l'autre côté de la salle d'audience. Elle était assise, figée sur sa chaise, fixant le banc du juge avec une expression de choc total. Brennan lui chuchotait de toute urgence à l'oreille, mais elle ne semblait pas l'entendre. Pendant un instant, je ressentis quelque chose qui aurait pu être de la pitié. C'était la femme que j'avais épousée, la mère de ma fille, la personne avec qui j'avais autrefois prévu de passer ma vie. Elle s'était détruite en essayant de me détruire. Et maintenant, nous étions tous deux les victimes d'une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais ensuite, je pensais à Emma, en sécurité et heureuse chez maman, et la pitié s'estompa. J'avais fait ce que je devais faire pour protéger ma fille. Tout le reste n'était que des dommages collatéraux. À l'extérieur du palais de justice, Janet me serra la main avec satisfaction. C'est fini, Colby. Vous avez gagné. Vraiment, demandai-je en regardant l'imposant bâtiment en briques où mon mariage avait officiellement pris fin. Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir gagné. Vous avez votre fille. Vous avez retrouvé votre vie. Vous avez obtenu justice. Que voulez-vous de plus? Je réfléchis à cette question en retournant chez maman, en retrouvant Emma, en retournant à la vie que je construisais sur les décombres de mon mariage. Que voulais-je de plus? Peut-être juste la chance d'oublier que tout cela était arrivé. Mais en me garant dans l'allée de maman et en voyant le visage d'Emma pressé contre la fenêtre, souriant à la vue de ma voiture, je réalisais qu'oublier n'était pas le but. Le but était d'aller de l'avant. Et pour la première fois depuis des mois, je le pouvais enfin.